En belle bouche fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher puis. À un pays comme ça, seul bagaille pour dire, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Grand bambou penché, flûte en bas là. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Parlons Martinique. Aujourd'hui, nous avons avec nous Charles Choisy et Hector Elisabeth. À eux deux, ça fait quelque chose comme près de 80 ans de franc-maçonnerie. C'est dire s'ils savent de quoi ils parlent et ce qu'ils écrivent. Et alors, pourquoi franc-maçonnerie ? On a souvent parlé en Martinique de franc-maçonnerie en disant les choses souvent les plus extravagantes à ce sujet. Et on a l'impression que c'est une sorte, la franc-maçonnerie est une sorte d'hydre où les choses sont cachées, etc. Jusqu'à ce que, maintenant, la maçonnerie n'est plus secrète, mais discrète. Et Charles Choisy a fait ce qu'on appelle une planche sur l'histoire de la franc-maçonnerie en Martinique. Alors, c'est quoi l'histoire de la franc-maçonnerie en Martinique? Ça existe depuis 1738 en Martinique? Tout à fait. La franc-maçonnerie apparaît à la Martinique sans doute vers le mois de juin 1738 par la création d'une loge qui porte le nom de La Parfaite Union. Et cette loge sera créée par la Grande Loge des Maîtres Maçons de Paris, dite de France. Donc, il faut savoir qu'en France même, la franc-maçonnerie débute ses travaux dans les environs des années 1725 par la création d'une loge à Paris par des immigrés anglais qui ont fui l'Angleterre puisque les Stuarts ont été renversés. Et cette loge, progressivement, va recruter des Français. Et quelques années après, c'est-à-dire 11 ans après, la première loge à la Martinique s'ouvre. Il faut savoir que ce n'est pas la première loge de la Caraïbe. Par contre, nous sommes la deuxième loge créée dans la Caraïbe. La première loge sera créée à Antigua, qui s'appelle la loge Pentam. Et cette loge, elle sera créée en janvier 1738. Mais alors, c'est curieux parce que dans le domaine public, on entend dire que la franc-maçonnerie date de l'Antiquité. Et vous me dites, là, 1738, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui disent que la franc-maçonnerie remonte à l'Antiquité, je pense d'abord ils se trompent. C'est que la franc-maçonnerie, c'est une institution dont on connaît moderne. C'est une institution dont on connaît exactement les dates de création. Il faut savoir que pendant longtemps, les historiens francs-maçons pensaient que la franc-maçonnerie était issue des corporations ouvrières qui avaient construit les cathédrales. Et certains ont même essayé de remonter jusqu'aux pyramides ou aux premières grottes qui s'organisaient. Mais en fait, aujourd'hui, plus d'aucun historien ne croit à cette origine. La franc-maçonnerie est sans doute une institution moderne qui se crée en 1717 et qui va simplement emprunter aux organisations ouvrières leurs pratiques, mais il n'y a pas de lien direct. D'où la différence entre spéculatif et opératif, c'est ça? C'est-à-dire, oui, c'est que pendant longtemps, on a pensé que la maçonnerie spéculative provenait de la franc-maçonnerie opérative. Mais il est clair qu'aujourd'hui... Alors, en deux mots, parce qu'entre opératif et spéculatif, on peut s'y perdre. Opératif, c'est, va dire, celui qui tient la truelle et qui manie le ciment. Spéculatif, c'est celui qui réfléchit pour celui qui va tenir la truelle et le ciment. Voilà. Mais en sachant malgré tout que l'opératif réfléchissait beaucoup, parce que lorsqu'on voit les œuvres qu'ils ont réalisées, elles sont peut-être d'un niveau supérieur aux œuvres qui seront réalisées par les maçons spéculatifs. Oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant, qu'est-ce qu'on disait? Il y avait les corporations qui construisaient les cathédrales et que ces corporations auraient reçu dans leur rang, à un moment, des non opératifs qui devenaient donc les maçons spéculatifs et que progressivement, l'institution se serait transformée jusqu'à devenir majoritaire
ou jusqu'à ce que les spéculatifs deviennent majoritaires et à la fin même les opératifs disparaissent. Et c'est pas vrai ça. Ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que cette conception, on appelait à cette époque-là, c'était la théorie de la transition. On parlait d'une transition de la maçonnerie opérative vers la maçonnerie spéculative. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un emprunt. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'intellectuels anglais vont se réunir, disons que les choses commencent dans les environs des années 1680, avec l'initiation d'Ashmole par exemple, bon, ça on connaît ces dates-là, et ces gens, pour créer leur structure, vont emprunter les traditions des constructeurs de cathédrales pour pouvoir créer une institution sociale. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ça? Puisque, a priori, à cette époque-là, au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a quand même un grand fossé entre les manuels et les intellectuels. Alors pourquoi un intellectuel monte une association et utilise les structures d'un manuel? Pour quelle raison? Eh bien, là, justement, nous n'avons pas la réponse pour l'instant. Disons que la grande transformation dans la vision du passé de la franc-maçonnerie, la grande transformation, c'est que la théorie de la transformation progressive est complètement abandonnée par les chercheurs et les historiens. Ceci dit, il est extrêmement difficile de savoir quelles ont été les motivations de ceux qui ont fait cette transformation. Et ce sont les recherches qui sont menées aujourd'hui en particulier par la loge célèbre de Quatuor Coronati en Angleterre, et puis quelques grands chercheurs en France comme Roger Daché qui travaillent beaucoup dessus actuellement. Mais il y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse qui dit d'abord que on savait que les corporations avaient des lieux où ils se regroupaient, en particulier la loge, qui était le lieu où les maçons se rassemblaient pour travailler sur les plans. Donc ils ont pris ces pratiques-là. Les loges qui d'ailleurs, la plupart du temps, c'était des auberges. En Angleterre, hein? Oui, alors la loge au départ, c'est le petit bâtiment que l'on construit sur le chantier pour pouvoir abriter les outils et permettre aux ouvriers de travailler lorsque, à l'extérieur, le temps est mauvais. Ah, d'accord. Donc c'est ça la loge. Et en créole, c'est devenu en caloge. En caloge. On peut dire ça. Alors revenons à la créolité des choses. Quand on crée, c'est la première loge, c'est à Saint-Pierre d'ailleurs, hein, oui. Parfaite Union, il n'y a pas de nègres, il n'y a pas de gens de couleur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est interdit. Bien sûr, c'est interdit. Et, non, bien sûr, non, c'est pas normal quand même. Non, pour l'époque, oui. Enfin, oui, c'est que je crois que quand on veut réfléchir en historien, il faut toujours juger avec l'esprit de l'époque où les choses se passent. Et c'est l'erreur que commettent beaucoup de gens, c'est de dire ah non, ce qui était fait à cette époque, c'était pas bon. Il faut savoir que la maçonnerie, dès sa création, fixe comme premier principe pour recevoir des gens que les individus soient libres. Oui. Libres. C'est un terme assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils disent, pour devenir franc-maçon, il faut être libre et de bonnes mœurs. Mais en fait, en anglais, c'est Freemason, c'est ça? Freemason. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, on va revenir sur la définition même du Freemason, ce que ça veut dire, Freemason. Mais il fallait être un homme libre. Et il faut savoir que c'est seulement au début du 19e siècle qu'on a employé le terme libre. Au départ, c'était né libre et de bonnes mœurs. Et quand on a un esclave n'est pas un être libre. Donc tout naturellement, les esclaves ont été éliminés de la franc-maçonnerie à l'origine. Mais c'est une époque. Parce qu'à cette même époque, on se rend compte que très tôt en Angleterre, des juifs peuvent rentrer en franc-maçonnerie, des musulmans arrivent à rentrer en franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. Ce sont des êtres libres. Mais alors bon, je vais insister un tant soit peu. Dans cette Martinique du XVIIIe siècle, il y a quand même quelques gens de couleur libres. Et ils sont tout de même interdits. C'est-à-dire que j'ai les statuts de la première loge qui s'appelait la Parfaite Union. Et
J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que c'est une loge qui a permis à la maçonnerie d'exister dans notre pays. Mais c'est sûr qu'il y a des comportements dans les règlements de cette loge qui aujourd'hui nous interrogent. Par exemple, il est marqué dans les statuts de cette première loge que tout frère qui mêlerait son sang à un sang impur serait exclu de la loge. C'est quoi un sang impur? Celui qui abreuve les sillons. Waouh! À l'époque, c'était vraiment, en fait, pour rejeter toute alliance dite contre nature entre un blanc et un noir. Et à cette époque-là, bon, les loges, il y en a 4. Hein. Il y a 5 orients, il y a 5 communes. Oui. Où c'est 5 orients, la Martinique. 5 orients. Le plus important étant Saint-Pierre. Voilà. Et combien de loges se créent au 18e? Bon, je n'ai pas le chiffre en tête, mais les loges se développent très très vite. Disons qu'on a Saint-Pierre où il y a 4 ou 5 loges. On a ensuite le Marin où il y a une loge qui s'appelle la Paix, une loge au Vauclin dont on a très peu d'informations, qui s'appelle elle aussi la Parfaite Union. Le Vauclin. Le Vauclin. Quelques années plus tard, n'est-ce pas? Oui, il y a des trucs qu'il faut voir. C'est devenu plutôt une commune plutôt religieuse. Plutôt, oui. Et puis Trinité. Et puis bien évidemment Fort-Royal, qui est déjà la capitale de la Martinique. Et alors, à quel moment on voit l'arrivée des gens de couleur? Pour employer la terminologie de l'époque, les gens de couleur dans les loges. Alors, à la Martinique même, il faut savoir qu'au moment où la question de la libération commence à être connue, donc les gens savent qu'à Sainte-Lucie, il ne faut pas oublier que les esclaves sont libérés 10 ans plus tôt que les esclaves français. Donc il y a des échanges, les choses sont sues. Et on a 2 types de loges à la Martinique. Il y a des loges à tendance métropolitaine et des loges à tendance béquée. D'accord. Donc, dans les loges, on aura des loges qui sont très favorables dès lors que les hommes de couleur sont libres à les recevoir, et d'autres qui s'y opposent. Et puis on a une 3e catégorie de loges qui, elle, en fait, dit oui, mais pas tout de suite. Il faut leur donner le temps de... Donc de toute façon, les loges, et c'est ce que vous dites dans votre planche, de pièces de maçonnerie. Pièces d'architecture. Pièces d'architecture. Oui. Ouais. Et c'est la même chose que la planche. On peut dire ça. Quelle est la différence? Pour moi, une planche en maçonnerie, d'abord, la planche, c'est un papier. Ouais. C'est un papier. Tandis qu'une pièce d'architecture, on a fait un travail. Pas oublier qu'on se réfère à la symbolique des constructeurs. Donc, on a fait un travail, et ce travail peut être vu et contemplé par les autres. Donc, pour moi, une planche, c'est une lettre, la planche à tracer. On peut tracer sur une planche une pièce d'architecture. D'accord. Voilà. Okay. Et alors donc c'est ce que vous dites dans votre pièce d'architecture, les obédiences sont liées à l'État qui colonise. Les loges sont liées à l'État colonisateur, c'est-à-dire que directement liées à l'État et à la société. Tout à fait. Oui. Expliquez-nous ça un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une kyrielle, alors on passe maintenant dans la Caraïbe, on a une kyrielle de maçonnerie en fonction, dis-moi, qui t'a colonisé, je te dirai quelle est ta maçonnerie. Mais la Martinique est l'exemple type. Sainte-Lucie est peut-être encore plus significatif puisque c'est l'île qui a changé le plus de mains. Elle s'appelle Hélène of the West, par opposition à Hélène qui est une des femmes qui a eu le plus d'amants dans l'histoire en tout cas. Et la Martinique, c'est une terre française, essentiellement française. Donc très rapidement on verra arriver les organisations maçonniques françaises. Donc là, quand je dis que la Parfaite Union est créée par la Grande Loge des Maîtres Maçons de Paris, dite de France, c'est vraiment la première structure maçonnique qui s'organise en France. Ensuite, quand on regarde bien,
les Anglais vont occuper la Martinique 2 fois. La première fois, on verra apparaître ici une loge irlandaise. C'est assez incroyable, il s'appelle Union. Et qui disparaîtra. Et qui disparaîtra une fois que les Anglais partiront. Ouais. Et puis, ensuite, les Anglais vont reprendre possession de la Martinique dans les environs des années 1813 à peu près. Et ils vont créer bien sûr une loge ici qui s'appelle The Chosen Friends, les amis choisis. Bon, cette loge, elle est anglaise. Et bien, quand les Anglais vont repartir, ils repartent avec leur loge. Et les Français réinstallent des ateliers qui dépendent d'organisations maçonniques françaises. Grand bambou penché, flûte en bas là, Dalika clairé, la mer toujours blé, soleil café. En belle bouche fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille pour dire, c'est en paradis. Grand bambou penché,